la procédure, invocation, ça va être dans d'autres langages code. Donc, vous pouvez rencontrer le RMI dans le monde un petit peu Java, ou là dans d'autres mondes, le RPC. C'est des appels distants, mais de haut niveau, ce ne sont pas des appels de bas niveau. C'est pour ça qu'on parle d'application répartie, pas de système réparti. Ça veut dire qu'on se situe au niveau applicatif. Alors, je vais vous faire une démonstration au départ, pour qu'on se mette d'accord, de la différence entre réparti et local. D'accord. Et pour vous illustrer, pour migrer vers le réparti, le son, vous m'entendez, Léné? Oui, Est-ce que vous m'entendez? Alors, on va partir d'un exemple. Vous savez tous qu'un programme Java s'exécute dans le cadre d'une JVM. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui va exécuter le programme Java. D'accord? Et on va s'imaginer qu'on va développer un petit bout de code très facile. Ça peut être n'importe quel bout de code, mais à la limite, on pourrait le simplifier encore plus. Alors, ce bout de code, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une chaîne de caractères. C'est une classe qui possède une méthode, donc classe reverse, qui possède une méthode reverse string. Donc, elle va inverser la chaîne de caractères qui est passée en paramètre. Elle va vous retourner l'inverse de la chaîne d'origine. Après, le codage qui est là, on peut le faire différemment. C'est-à-dire, l'importance n'est pas dans le codage. D'accord? L'importance, c'est de la manière avec laquelle on va concevoir l'ensemble. En tout cas, si vous voulez que je vous explique le code de la méthode reverse_string, on prend la longueur de cette chaîne passée en paramètre, on la met dans un buffer, ça veut dire une sorte de pile, et on va lire la pile de sa taille maximale à l'envers, de longueur jusqu'à 0. Et on va concaténer chaque caractère dans un buffer. On va le mettre dans le buffer et ensuite on va l'afficher. Donc en fait, voilà. C'est une manière comme une autre d'inverser une chaîne de caractères. Alors, ce qu'on remarque déjà, ce que vous allez retenir dans toute la suite de votre carrière d'ingénieur, c'est que tout ce qui est réparti aura tendance à exposer une interface. Ça veut dire, l'idée c'est d'avoir une sorte de boîte noire. D'accord? Une boîte noire qui est l'objet des bus. 2 secondes s'il vous plaît. Donc, les bonnes pratiques en termes de développement réparti, c'est toujours de considérer le service qu'on va offrir à distance, de le préparer du moins, mais on se prépare à le migrer, on se prépare, le réparti se prépare à l'avance. Pas quelque chose qu'on découvre après avoir développé. Donc, on se met un peu dans l'état d'esprit où on a une sorte de boîte noire qui possède une méthode et qui va, par le biais d'une interface, exposer la méthode. Donc, c'est quelque part chez l'intérêt de l'interface. L'intérêt de l'interface, c'est d'exposer publiquement quelles sont les méthodes offertes par cette boîte noire. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin réellement de connaître l'intérieur de la méthode, j'ai besoin simplement de comprendre qu'est-ce qu'elle expose. Pour l'instant, ce qui est exposé est simplement une méthode locale qui retourne une chaîne de caractères. Donc, si je regarde l'interface, je comprends quel est le service offert par cette classe. Donc, l'appel local, ça c'est une interface, la classe qui implémente cette interface, et puis on a le client local. Je m'arrête à local, ça veut dire que, en fait, le client, la classe reverse et l'interface se trouvent tous dans la même JVM. Et ça, c'est quelque chose de basique. Donc, pour faire un appel local, vous avez une méthode main, vous instanciez la classe reverse, et puis vous allez lui passer en paramètre ce que vous allez passer dans la ligne de commande, ou à n'importe quelle chaîne, et vous lui demandez de l'inverser. Et après, vous affichez le résultat. Result, vous allez l'afficher. Alors ici, c'est un développement auquel vous êtes habitué. Tout est sur la même JVM. Alors, on compile. Ensuite, on exécute Java. On appelle la classe reverse client. On lui passe arc de 0, qui est la chaîne de caractères à inverser. Et le programme
programme va vous afficher l'inverse de cette chaîne. Alors, maintenant, on va faire migrer cette petite application en répartie. D'accord? On parle aussi de la notion d'objet distribué. D'accord? Donc, l'application, dans son ensemble, elle est répartie. Mais on parle aussi d'un objet, elle va être basée sur un objet distribué. Quel est cet objet qui va être distribué? C'est cet objet-là, l'objet reverse. C'est comme si je demandais à ce que la méthode string, je puisse l'appeler à partir d'une autre machine. C'est-à-dire que le client n'est pas sur la même JVM. Alors, ce qu'on attend en fait, qu'est-ce qu'on attend réellement d'un objet distribué? On attend qu'il me retrouve pour des raisons de transparence. La dernière fois, on en a parlé. D'accord? Ça veut dire qu'on ne doit pas se rendre compte que l'objet il est distinct. Il doit être vu comme un objet normal. Ça veut dire que du point de vue du développement, toute la complexité elle est masquée. Donc, on peut très bien déclarer l'objet distribué de la manière suivante. La référence et le type. Ça, c'est le type, ça veut dire la classe que vous avez créée, reverse distribué par exemple, et ça, c'est le nom de la référence de cet objet distribué. Donc, il n'y a pas d'impact en termes de développement. Vous pouvez aussi invoquer une méthode de cet objet distribué qui se trouve sur une autre machine par rapport au client, comme si vous faisiez un appel local. Donc, vous avez une instance de reverse qui se trouve sur une autre machine, mon objet distribué, ça c'est le client qui le fait, plus ou moins, et vous pouvez appeler la méthode reverse, on a un nom général, une méthode de l'objet distribué, LOD, de l'objet distribué, je l'appelle par rapport à une référence, comme si je faisais un appel local. Alors, on doit, pour des raisons de transparence, utiliser cet objet distribué sans connaître sa localisation. D'accord? Alors, cette fameuse notion de transparence, d'ailleurs, qui va vous suivre tout au long de votre carrière, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On doit pouvoir utiliser cet objet distribué sans connaître sa localisation. Enfin, ce n'est pas exactement sans connaître sa localisation. Alors, 2 secondes. Alors, en fait, pour être plus exact, ça veut dire qu'on va s'adresser à une sorte de service qui va nous permettre de le localiser. Par exemple, Google, quand vous utilisez Google, c'est aussi un service qui va vous mettez un mot-clé, vous connaissez quelque chose, par exemple le mot-clé INSET, il va vous retourner le lien vers l'INSET. Par exemple, si je vous demande de contacter la STEG, est-ce que vous connaissez l'adresse ou le numéro de téléphone de la STEG maintenant? Non, vous ne le connaissez pas. D'accord? Je ne vais pas vous obliger à le connaître. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle un service offert, le 1200 par exemple, de Tunisie Télécom. Vous appelez le 1200, vous lui demandez le numéro de téléphone de la STEC, il va vous le retourner. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'on utilise cet objet d'abord en s'adressant à une sorte de service d'annuaire. Vous connaissez plus ou moins le nom de l'objet, on va lui donner un nom. My Distributed Object. Vous le connaissez par un mot-clé, voilà, pour un nom. Vous demandez à un service de nommage qui est un annuaire de rechercher cet objet. Et il va vous retourner sa référence. On va voir, je dis sa référence, mais on va voir ce qu'il retourne exactement. Vous pouvez aussi utiliser un objet distribué comme paramètre d'une méthode locale ou distante. Par exemple, vous avez un objet local, dima local بالنسبة للclient, بالنسبة للappelant. Et cet objet local appelle une méthode de l'objet local, en lui passant la référence d'un objet distribué. C'est possible. Vous pouvez aussi appeler l'objet distribué en appelant une méthode de l'objet distribué en lui passant l'objet distribué. Après, vous allez voir que l'implémentation est très facile. On doit aussi pouvoir récupérer le résultat d'un appel de méthode sous la forme d'un objet distribué. Ça veut dire,
vous avez un objet distribué, vous appelez une méthode, cette méthode vous retourne l'objet distribué. Ou elle a un objet local, vous appelez une méthode de l'objet local, LOL, et il vous retourne l'objet distribué. Donc, une des technologies un petit peu qui m'a retenu pour matérialiser ce phénomène, c'est le RMI. Ça continue d'exister avec le JDK, c'est un des fondements des applications réparties. Et RMI, c'est très important de savoir que ça permet la communication entre machines virtuelles, Java. Donc, ce que je disais quand le micro était fermé, c'est que vous pouvez très bien avoir une application répartie, mais en utilisant un seul PC. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire en TP. En fait, vous allez lancer deux machines virtuelles, et ces deux machines virtuelles vont héberger une application, le client et l'objet distribué, et les appels vont se faire à travers la carte réseau de votre machine. À ne pas confondre, ce n'est pas parce que vous avez une seule machine que vous n'êtes pas en distribué. Réellement, il y a des appels en passant à travers la couche réseau de votre machine. Après, en TP, je vais vous demander réellement d'avoir un client sur votre machine et l'objet sur la machine de votre camarade. Donc, je voulais lever l'ambiguïté en disant que la machine peut héberger deux JVM qui peuvent communiquer à travers la carte réseau. Donc, le RMI permet la communication entre machines virtuelles qui peuvent se trouver physiquement sur la même machine ou bien sur deux machines distinctes. D'accord. RMI, c'est des objets distribués et constitués uniquement d'objets Java. On va voir un petit peu la technologie. Un des rêves au départ des applications distribuées, c'était de faire communiquer des objets écrits dans des langages différents. Donc, c'est pour ça qu'on va parler d'un chapitre Corba. Corba, c'est une ancienne technologie. Dima a beaucoup d'idées, mais on est obligé de voir ça parce que c'est un des fondements de l'application répartie. C'est Component Object Request Broker Architecture. C'est une architecture permettant de faire communiquer des langages écrits des objets écrits dans des langages différents. Actuellement, la technologie qui permet de faire communiquer des applications écrites dans des langages différents, c'est le web service. Et en plus, en les faisant communiquer à travers le web. D'accord ? Donc, on aura aussi un chapitre sur les web services. C'est une API, ça veut dire un ensemble de classes pré-préparées pour vous. C'est une bibliothèque pré-préparée qui a été développée par Javasoft. Donc, c'est un mécanisme qui permet l'appel de méthodes entre objets Java qui s'exécutent sur des JVM distinctes, différentes, qui montre que l'appel peut se faire sur la même machine ou bien sur des machines connectées sur un réseau. On va utiliser le principe, c'est pas qu'on va intrinsèquement, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que toute la complexité elle est poussée vers le bas. C'est-à-dire que les développeurs ne se rendent pas compte de la complexité, mais en réalité, il va y avoir ouverture de fermeture de connexion. Une connexion, c'est une autoroute bidirectionnelle qui va utiliser la carte réseau. Donc c'est une connexion physique qui va vous permettre de faire communiquer deux JVM. En anglais, on utilise le mot socket. C'est la connexion physique. Alors, et les échanges vont respecter un protocole propriétaire qui sont le Remote Method Protocol. Le Remote Method Protocol. D'où l'idée un petit peu que, aujourd'hui, on est passé vers le web service, parce que ce sont des protocoles qu'on ne peut pas généraliser sur Internet. C'est un protocole qu'on peut utiliser à l'intérieur de l'entreprise. Donc, les web services sont venus pour pallier à ce défaut, pour permettre à des applications de communiquer en utilisant un protocole موجود de l'Internet, et le HTTP. Donc ça, c'est une parenthèse. Et on va voir un chapitre particulier. Là, j'ai préféré commencer par RMI, en disant que RMI repose sur les classes de sérialisation. Je marque la sérialisation. Ça veut dire comment transformer un appel de haut niveau en binaire. Donc, on va le binariser. C'est comme moi, quand je parle, il y a un échantillonnage de ma voix en binaire qui va transporter à travers le réseau et qui va être reconstitué pour vous arriver plus ou moins comme si c'était une voix analogique. Le fait de binariser, ça s'appelle la sérialisation. Et là, d'ailleurs, il y a l'inverse, il y a la désérialisation. Et puis en anglais, vous pouvez trouver le terme marshalling, ou bien unmarshalling. Ça va ensemble. Hein.
Pardon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Je suis passée direct. Hein? Alors, l'architecture vers laquelle on va essayer d'arriver. Au départ, je vous ai dit que le client est local. Ça veut dire que le client appelle l'objet qui expose une interface. Mais tout ça sur la même JVM. L'idée maintenant, c'est que le client soit, j'utilise le mot qu'il faut retenir, est important. D'ailleurs, l'UML, quand je parle les diagrammes de déploiement, je vais déployer le client sur une machine et je vais déployer l'objet distribué sur une autre machine. D'accord? Et bien entendu, le client, qu'est-ce qu'il connaît de l'objet? L'interface qu'il expose. Donc l'interface sert à dire, voilà les méthodes accessibles à distance. Et on voit apparaître deux modules très très intéressants et qui vont aussi rester un petit peu dans la philosophie du réparti en général, c'est les amorces. Alors les amorces, on les appelle en anglais le stub et le skeleton. D'accord? Le stub et le skeleton. Le skeleton était côté objet et le stub côté client. Maintenant, avec les dernières implémentations, les deux s'appellent des stubs. D'ailleurs, c'est logique. Ils sont identiques, il n'y a pas de différence. Il y a deux stubs, un côté client, un côté serveur. Ils sont inversés. Par exemple, en fait, les deux font la sérialisation et désérialisation. Donc, quelque part, c'est quoi le rôle du stub et du skeleton d'après vous? تنجموش تعطيوني un équivalent في la vie pratique? Quel est le rôle du stub et du skeleton? عاش كان تسمعوا فيا ولا الميكرو مخصوص؟ Vous m'entendez ولا؟ Ouais, non, c'est bon. En fait, il faut savoir là il faut pas aussi tomber dans le piège de ces techniques. Voilà. C'est vraiment inspiré de la vie courante. D'accord? Avec un client qui cherche à communiquer avec un objet. Qui m'a dit comme dans notre philosophie du réparti, d'ailleurs la philosophie qui va vous suivre tout au long de votre vie. C'est la philosophie, c'est ce qu'on appelle par exemple en Java la philosophie POJO. POJO, P-O-J-O. Plain Old Java Object. Le plain old Java Object, ça veut dire un objet Java normal, une bonne vieille classe Java classique. On veut que le client et l'objet, ça reste comme si c'était un appel local. On ne veut pas de complexité ni au niveau le maximum le client. Que l'objet soit au maximum similaire, au maximum. Donc la tendance est toujours d'aller vers la simplification. De rester plain old Java Object, comme si cet objet ressemblait anciennement à ça, et comme si ce client ressemblait anciennement à ça. Si on cherche à masquer la complexité des appels, on va les pousser où? Vite نحطوا الكومبلكسيتي تاع l'appel. كان هذا يقعد يشبه لهذا وهذا يقعد يشبه لهذا. Donc toute la complexité de l'ouverture, de la fermeture des sockets, des connexions physiques, et de la sérialisation, désérialisation, est-ce qu'elle se fait au niveau de ces deux modules-là? Elle va être poussée vers le bas. Elle va être poussée et c'est ces deux modules-là, notamment le stub et le skeleton, donc les deux stubs, qui vont se charger de faire tout le, entre guillemets, hein, je dis ce mot-là, mais tout le sale boulot, quoi, le boulot technique. Et heureusement, ce n'est pas aux développeurs de le faire. Ce sont des amorces qui vont être générées automatiquement. Donc, on va, au-delà de to push, éloigner la technicité des objets, to push down, et de les mettre dans ces objets. C'est comme un modem. Vous savez ce que c'est qu'un modem? Un modulateur des modulateurs. Oui. Donc, le modem, c'est quoi? C'est un petit radio, il se charge de la complexité. D'accord. D'ailleurs, le rôle de Windows, c'est ça. Si tu interagis avec des applications, tu ne te rends pas compte que le système d'exploitation appelle un processeur.
Donc, on simplifie la développeur et on pousse la complexité vers le bas. Donc, normalement, le stub et le skeleton vont se charger de faire parvenir les appels et les arguments via des connexions qu'ils vont établir, tout en se réalisant, à l'objet distant, et vice-versa, l'objet distant va retourner au skeleton la réponse. Lui, le skeleton va exploiter la connexion qui existe pour faire le retour de la méthode, plus éventuellement, c'est un problème, une exception. Bien entendu, ce bloc-là exploite le réseau. Donc les amorces, elles assurent le rôle qu'on appelle d'adaptation, de modulation des modules. Moi, je n'utilise pas ce terme-là, mais ils adaptent les appels de haut niveau pour le transport des appels. Donc c'est eux qui se chargent de toute la complexité des appels sur la couche réseau. Et donc ils vont se charger aussi de faire l'assemblage et le désassemblage, la sérialisation et la désérialisation, le marshalling et le unmarshalling. C'est les mêmes termes. Enfin, c'est les termes différents pour désigner la même technologie, les sérialisations. Mais en réalité, quand j'ai parlé tout à l'heure que quand une méthode vous retourne l'objet, non. En fait, elle te retourne la référence de l'amorce. On va voir l'exemple. Et les amorces sont automatiquement générées par une commande de compilation RMI qui est le RMIC, le RMI Compiler. Donc vous lancez la commande RMIC et vous lui passez l'objet pour lequel vous allez générer des amorces. Madame. Alors, oui, Fadel. مادام هو ستوب وسكيلتون يلعبوا معناها الرول دانترميديير بين الكليون والسيرفر، معناها وقت اللي الكليون يبدا حاجه باش يستعمل اوبجي في السيرفر لازم يتعدى بالستوب اللي هو بيدو يتعدى بالسكيلتون بعد كده يمشي للسيرفر. C'est tout à fait ça. À la limite, tu es encore plus, tu es plus général que moi. Oui, le mot permet. ما فهمتش ان فيت علاش عندنا زوز، علاش عندنا ستوب وسكيلتون، علاش مش اونيتي واحده تلعب لو رول دانترميديير؟ شنو السبيسيفيسيتي نتاع ستوب وشنو السبيسيفيسيتي نتاع سكيلتون معناها؟ D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aujourd'hui, il n'y a que un stub. Déjà, les stubs, ma famille, la distinction stub-skeleton. Quand le RMI compiler va générer un stub. Sauf que ce stub, il doit exister côté client et côté serveur. Déjà. Même si, voilà, allez, ils vont communiquer pour ouvrir et fermer des sockets où le stub, ils vont l'inverse stub et vice versa. Voilà. Ok. Alors, les stubs, donc, c'est dans représentants locaux de l'objet distribué. Ce sont eux qui initient une connexion avec la JVM distante. Bien sûr, la réception de l'appel va être faite par le stubler, côté distant. Et ils vont permettre de transmettre l'invocation distante à l'objet distribué. Ils vont se charger de l'assemblage, des assemblages. Ils restent en attente des résultats. La valeur qui est retournée, ils vont la désassembler. Et il va renvoyer la valeur à la plan. Il s'appuie sur la sérialisation. Bon, le skeleton, c'est l'inverse. Le skeleton marche موجود. Mais ils font l'inverse de ce que je viens de dire. Ils désassemblent les paramètres, ils font appel à la méthode demandée, ils assemblent le résultat. Donc, maintenant, ce fameux annuaire, vu qu'un des critères des applications réparties qui montre que c'est la transparence, ça veut dire le client ne connaît pas exactement l'objet, il faut un nom logique, mais il faut un nom physique. D'accord? يعرف اسمه par exemple INSAT ولا STEG, يعرف un nom logique. Pour avoir le lien réellement, il va s'adresser à un annuaire. Ici, vous pouvez rencontrer, bien que ce soit rare, la notion de Remote Reference Layer. C'est un nom qui désigne l'annuaire, la couche de référence, grosso modo. Mais c'est un terme qu'on utilise en réalité de moins en moins souvent. Alors, c'est un annuaire. D'ailleurs, il est remote par rapport au client, parce que l'annuaire se trouve sur la machine distante. Sur la machine distante, je vais exposer dans un annuaire tous les objets que je mets à la disposition des clients.
Je peux avoir plusieurs objets répartis, pas qu'un seul. Où tous les objets qui sont exposés dans l'annuaire sont accessibles. Je peux avoir des objets répartis, les messages sont accessibles. D'accord? Donc, c'est cet annuaire-là auquel on va s'adresser pour retrouver l'objet. Je vais expliciter ou la préciser, je m'attends à retrouver l'objet. Alors, donc, cet annuaire-là, comment est-ce qu'il a matérialisé dans la technologie RMI? Par la commande RMI Register. RMI Register. Quand vous lancez cette commande RMI Register, vous allez lancer l'annuaire sur la JVM distante. بالنسبة للكليون. Et il y aura un annuaire unique par JVM. كل JVM تستعمل l'annuaire هذا باش تقولها ce qui est public. Et un RMI Register peut s'exécuter sur chaque machine différente, sur chaque JVM différente, exposant des objets distincts. Alors c'est un service, l'annuaire, quand vous êtes familier avec la notion de port. Un port. Comme est-ce que vous êtes familier? Juste, je reviens dans une minute, réfléchissez à cette notion de port, même pas 10 secondes. Alors, la notion de port, bon, on en parle, mais c'est pas difficile, c'est lié plutôt à la carte réseau, aux fonctions réseau. Ça veut dire que quand votre carte réseau, elle a plusieurs ports, de 1 jusqu'à 6900 quelque chose. D'accord? Et chaque port est dédié à un protocole, voilà, permet de déclencher un service donné. Alors, si je veux dialoguer avec cet annuaire, le numéro de port par défaut, il est 1099. Donc, le port, c'est vraiment une porte qui m'appelle le carte réseau, presque 7000 B. Le fait de désigner un port, ça utilise 4 entiers. C'est que ça s'écrit sur 4 nombres. Donc, si vous faites le nombre de combinaisons, vous arrivez à ça. Et en fait, chaque port permet de déclencher un service. Donc, vous allez au fur et à mesure un petit peu aussi approfondir, c'est pas approfondir, mais vous familiariser avec cette notion de port. Alors, bien entendu, il y a les couches basses, les couches transport, vraiment les couches basses du réseau qui vont être impliquées. Ça veut dire qu'il va y avoir réellement des connexions physiques entre les deux JVM, d'accord, et avec un protocole de communication particulier sur lequel on ne va pas s'attarder. C'est le Java Remote Method Invocation Protocol qui est basé sur un protocole TCP/IP. Alors, le mot propriétaire, c'est un mot à retenir. Qui dit des protocoles propriétaires par opposition à des protocoles standards ouverts comme HTTP. Ce qui signifie que cette technologie n'est pas généralisable sur le web. Elle reste une technologie intra-entreprise. Ce n'est pas qu'elle soit mauvaise, mais c'est aussi un critère différenciateur. Souvent, on veut faire du réparti, on veut tout. Quand on fait du réparti, on veut tout. On veut faire communiquer des objets écrits dans des langages différents, en utilisant des protocoles standards, en bénéficiant de qualité de service, etc. etc. D'accord? Et ça, c'est le protocole GRP et continue à évoluer. Et quand il a été modifié avec la version 1.2, ça veut dire depuis 3 ans à peu près, ou la même plus, il y a la classe skeleton qui a été supprimée et il ne reste que des stubs. Les applications réparties se basent énormément sur des schémas. Les schémas permettent d'expliquer le modèle de déploiement. Ça veut dire où se trouve chaque module logique, chaque code, où est-ce qu'il est déployé en réalité. Et de voir tous les intervenants qui vont vous permettre un petit peu d'arriver à vos fins, à votre objectif. Donc le schéma est un des fondements
D'ailleurs, ça va aussi même au niveau de votre PFE, d'expliquer quand vous proposez une solution, réellement ce qu'on appelle l'architecture globale. En regardant l'architecture globale, vous devez être à même de comprendre combien il y a de machines et où se trouve chaque unité logique. Donc, si on regarde un petit peu ce schéma, qu'est-ce qu'on remarque en termes de... expliquant d'ailleurs quels sont les intervenants pour une application répartie fonctionne. Je retrouve la boîte là, qui est le client. Ça matérialise aussi soit la machine, soit la JVM cliente. On peut aussi avoir la machine du serveur qui matérialise aussi la JVM sur laquelle se trouve mon objet distant. L'objet, il est côté serveur. Le client, l'application cliente, elle est là. D'accord? On trouve nos amorces, le stub et le stub, qui en fait, ici, il y a le réseau. On va revenir. On retrouve aussi le serveur de nom, le RMI Registry ou l'annuaire, qui va s'exécuter c'est un service qui démarre sur la JVM distante. On trouve aussi une autre unité logique que vous devez créer, que vous coder, mais c'est très facile à faire, ce qu'on appelle le serveur. Parce qu'en fin de compte, qui va instancier l'objet et l'inscrire auprès de l'annuaire? L'objet, bon, on n'a pas la capacité de s'auto-instancier, ou alors on ne va pas lui demander de s'auto-instancier, de s'auto-inscrire. Donc, artificiellement, c'est faisable en termes de codage. Mais on préfère l'isoler dans la notion de serveur d'objet, qui en petit 1, c'est un code qui va créer une instance et l'exposer dans l'annuaire. Parce que s'il ne l'expose pas, elle n'est pas accessible à distance. Donc ça, c'est les flèches désignent les phases. Petit 1, instancier. Petit 2, exposé. Ensuite, en petit 3, ça c'est la phase de démarrage, le client va interroger l'annuaire en lui demandant, en lui passant le nom logique, est-ce mon INSAT, est-ce un nom logique qu'il connaît, il doit au moins connaître quelque chose. Et le serveur de nom, c'est pas qu'il lui retourne l'objet, il lui retourne la référence du stub qu'il doit utiliser. Ce qui suppose que le stub existe déjà côté client. D'accord? Il lui dit, voici le stub que tu vas utiliser pour pouvoir appeler cet objet distant. Donc si on a plusieurs objets distants, on peut avoir plusieurs stubs ici et plusieurs stubs là. Voilà. Maintenant qu'il a, donc il ne lui retourne pas un code, il ne retourne pas un code. Il lui retourne simplement la référence du stub. Maintenant qu'il a la référence du stub qui est déjà préinstallée chez lui, il va pouvoir appeler l'objet. Il y a un appel de méthode qui est pris en charge par le stub. Le stub utilise la socket pour communiquer avec l'autre stub. L'autre stub, en petit 7, transfère la demande à l'objet distant qui retourne le résultat, qui est pris en charge par le stub côté serveur, qui la sérialise, qui l'envoie à l'autre stub, qui retourne le résultat. Donc, est-ce que vous avez une question à propos de ce schéma? Donc, reste qu'à écrire le code. Donc, réfléchissez pendant 30 secondes. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce schéma? Là, on avance. Donc, l'idée, c'est de matérialiser via un petit exemple ce schéma.
Très simplement, j'ai fait une petite démonstration tout à l'heure. Donc, quand vous allez mettre en œuvre une application REMI, voici les différentes phases. Vous créez l'interface. On va voir, il faut une interface distante. Vous devez créer une classe qui implémente cette interface. Vous compilez cette classe. Vous créez le serveur dont le rôle est d'instancier l'objet et de l'inscrire auprès de l'annuaire. Vous compilez le serveur. Vous générez les stubs grâce à la commande RMIC. Alors, c'est ce que je vous ai dit, le scale n'existe plus pour la version Super 1.2, ce qui est le cas. Vous démarrez l'annuaire côté distant. Ensuite, vous lancez le serveur, dont le rôle est d'instancier et d'inscrire. Vous créez la classe cliente, vous la compilez et vous la lancez. Tout simplement. Donc ici, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure et le coder. Alors, reprenons l'objet reverse. On doit avoir une interface qui décrit les méthodes accessibles à distance, l'objet, le serveur et le client. Donc, grosso modo, j'ai 4 classes à écrire. Donc, 4 choses à écrire. Alors, côté client, on va parler de déploiement. Côté client, je dois déployer l'interface, le code du client. Côté serveur, je déploie l'interface, l'objet et le serveur. Ce qui manque ici, c'est les stubs. Il doit y aussi avoir côté client un stub et côté serveur le stub, qui est généré automatiquement par la commande RMIC. Alors l'interface, elle est partagée par le client et le serveur parce qu'elle va décrire les caractéristiques de l'objet et les méthodes accessibles à distance. Et toutes les méthodes de cette interface doivent déclencher une exception de type remote exception. Alors c'est quoi cette remote exception et quand est-ce qu'elle est levée? Si une connexion est refusée à l'autre distant, si l'objet n'existe plus, ou s'il y a un problème lors de l'assemblage et le désassemblage. Donc par exemple ici, j'ai l'interface reverse interface. En gras, voici les modifications. Étant remote. Tout à l'heure, elle n'étendait pas remote. Et la méthode, elle peut échouer, reverse string. Donc je vais rajouter le fait qu'elle puisse jeter une exception, remote exception. Ça veut dire si elle échoue, elle va jeter une exception. Donc ça, c'est en gras ce qui diffère par rapport aux appels locaux. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si. Je pense qu'il n'y a pas de... Là, c'est monté. Ok, ça marche. Ensuite, ça, c'est ce qui change au niveau de l'interface. Au niveau de l'objet distribué, on va rajouter une petite modification. Donc, il y a une classe qui préexiste dans la bibliothèque qui s'appelle Unicast Remote Object. Cette classe-là, en fait, vous devez hériter de cette classe-là parce que cette classe contient toute la technicité que vous n'avez pas à développer dans la classe réelle. Grosso modo, votre objet reverse va hériter de cette classe mère. Alors, je vous invite, mais bon, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt de voir différentes technologies. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas s'attarder aux détails de Unicast Remote Object. Sachez qu'on va hériter de comportements techniques génériques et on va implémenter l'interface distante. Le constructeur va jeter une exception si jamais j'échoue à instancier l'objet et on retrouve cette fameuse méthode reverse string qui jette une exception si elle échoue. Donc ça, c'est le côté des modifications à apporter sur l'objet distant. Là, vraiment, techniquement parlant, ça reste une classe très pure, très pojo, très vieille classe, plain old Java object. Là, on fait la sérialisation, la désérialisation, la ouverture de connexion, la fermeture de connexion. C'est presque une bonne vieille classe Java. Sauf que je n'ai fait quelques petites modifications. Et ça, c'est une philosophie à retenir. À chaque fois que vous avez affaire à des applications réparties, vous ne devez jamais la polluer. On ne pollue jamais le code avec de la technicité. D'accord? Et vous allez voir des philosophies, des design patterns qui vous permettent de faire ça. Il y a plusieurs design patterns. Maintenant, par exemple, la programmation orientée SP, que vous allez voir 3e année et la 4e année. Donc, dissocier les deux. Dissocier, bon, je fais toujours une petite parenthèse pour donner une vision vers le futur. Par exemple, programmation orientée SP, l'aspect c'est l'aspect sécurité, par exemple c'est l'aspect performance, l'aspect technique. Et l'autre aspect, c'est l'aspect métier, qui met le reverse, l'inversion. Et on va venir greffer les deux, les isoler, mais il va y avoir un tisseur qui va les tisser.
Donc toujours la philosophie, c'est le métier doit rester pur. Maintenant, le serveur, il va enregistrer l'objet dans le RMI registre. Comment est-ce que je vais l'enregistrer? En utilisant une commande. Je rentre dans les détails de la commande, mais c'est plutôt la philosophie qu'il va retenir. Donc le RMI registre, il y a une classe Java qui le désigne, qui permet d'y accéder. C'est la classe de nommage, le naming. Grâce au naming, c'est comme si j'interagissais avec l'annuaire. Et je vais demander à l'annuaire de faire un bind, ce qu'on a fait le bind en anglais, to link, to bind, lier. Rebind, relier, ça veut dire si jamais il y a un lien, l'effacer et le remplacer. Je vais lier l'objet et l'instance reverse que j'ai instancié. On va voir le code complet avec cette URL-là. RMI, c'est un protocole RMI. Le nom de l'hôte, ça veut dire le serveur qui héberge votre objet. Et ici, c'est le port de l'annuaire. Et c'est un nom logique reverse. Donc, grosso modo, ça, c'est l'URL de l'objet, et là, c'est l'instance. Donc, le client, qu'est-ce qu'il doit connaître de l'objet pour pouvoir y accéder? Il doit connaître son URL. Okay. Alors, voici en fin de compte le serveur qui s'exécute, bien entendu, côté distant, côté là où se trouve l'objet réparti. Il y a un main. Ça, ce sont des traces, une trace, un système out.println, un deuxième système out.println et un troisième système out.println. Et voici ce qu'il fait en réalité. Il fait deux lignes. Il instancie l'objet et il va l'inscrire près de l'annuaire avec son URL. Et il reste en attente. Et là, bien entendu, comme il y a des exceptions, vous allez vous rendre compte aussi dans l'atelier Java qu'il faut faire des try et des catch. Il faut catcher les exceptions, si jamais il y a un problème. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste? On a vu, récapitulons, côté client, côté objet distant, l'interface, l'objet, reverse, le serveur. Ça, c'est côté distant. Donc, je reprends, aussi en arrière. On a fait l'interface, l'objet et le serveur. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe côté client. L'interface déjà que il ne faut pas oublier aussi qu'il faut la mettre soit sur une clé USB, soit whatever. Il faut qu'elle existe côté client. On va s'intéresser au reverse client. Alors, le client, c'est une petite application avec un mail. Elle va appeler le service de nommage, toujours désigné par le naming, et faire un lookup. En anglais, to lookup, ça veut dire rechercher. Elle connaît l'objet par quoi? Par son URL. Elle s'agenait tout à l'heure bien au niveau du serveur. Cet appel-là, lookup, va lui retourner une interface générique. Mais lui, il doit la forcer à être de type reverse interface. En fait, plus précisément, il lui retourne le stub qu'il va utiliser. Et le stub, il expose l'interface, il implémente l'interface reverse. C'est pour ça qu'on peut faire un forçage avec reverse interface. Mais le stub n'est pas retourné physiquement. Le stub existe déjà chez le client. S'il n'existe pas, il y aura un problème. Ensuite, une fois que j'ai obtenu le stub, rev ici, ça désigne le stub qui se trouve côté client. Je vais demander au stub d'envoyer vers l'objet distant arc de 0, qui est la valeur passée dans la ligne de commande. Ensuite, le stub rev va donc prendre en charge toute la mécanique complexe, va envoyer cet appel vers l'autre stub. L'autre stub va faire parvenir arc de 0, l'objet distant, qui va lui retourner un résultat, etc., etc. Donc cette ligne-là, il y a deux lignes, cette ligne et cette ligne. Si on revient à notre architecture, comment les matérialiser? Ligne lookup, on interroge le serveur de nom qui nous retourne une interface générique de stub qui doit être castée, forcée vers le bas. Ligne et saigne, c'est maintenant que je connais le stub à utiliser, je vais faire un appel de méthode. Donc le fait de la communication, voilà, l'interrogation de l'annuaire, voilà, on peut l'interroger, on peut aussi exposer. Dina par le biais de la classe naming. On a fini un petit peu.
on a fini un petit peu le développement. D'accord. Donc, le client obtient un stub pour accéder à l'objet par le biais de l'URL. D'accord. Ensuite, grâce à l'URL, on va pouvoir localiser l'objet. 10 secondes, s'il vous plaît. Ah. Et donc, le fait d'interroger l'annuaire, ou l'interrogation de l'annuaire se fait sur un port spécifique qui est le 1099. Donc, grosso modo, le client, qu'est-ce qu'il connaît de l'objet? Il connaît son URL. Donc, l'URL, elle est constituée toujours d'un protocole, d'un nom de l'hôte, du port et d'un nom logique de l'objet que le serveur a affecté à l'objet au moment où il l'a exposé. Ensuite, comment est-ce que j'obtiens une référence vers le stub de l'objet distribué? En faisant un lookup. Donc, je casse le lookup et ensuite, j'obtiens l'inverse. J'appelle sur cette amorce-là la méthode distante. Donc, ça, c'est un appel distant. Voici un petit peu le client. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de compiler toutes les classes, de lancer la commande RMIC, ça c'est optionnel, sur l'objet. Donc, vous allez générer automatiquement des stubs. D'accord? Les deux stubs. Vous prenez un des stubs et vous le mettez côté client. Vous démarrez sur la machine distante l'annuaire en appelant la commande RME j'essuie et vous lancez le serveur. Le serveur démarre. La dernière étape, c'est d'exécuter le client. Et vous allez avoir le client qui s'exécute. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite démonstration? Oui. Alors, je vous ai mis en TP une petite variante, parce qu'il y a des variantes en termes de codage, il y a eu des simplifications. Donc, vous allez voir dans le sujet TP que j'ai mis dans le fichier ici. Je l'ai mis dans les équipes. Normalement, il est dans le fichier. Alors, sachez que bon, cette année, j'ai introduit une modification, ça veut dire qu'il y a une partie du code que vous devez écrire. La première partie, elle existe. Donc, simplement, c'est du copier-coller pour faire un test. D'accord? Pour vous permettre de faire un test. Le TP, il est là. Voilà. On va ouvrir. Sinon, on peut le lancer directement à partir de là. Donc voici un petit rappel au niveau de l'architecture au démarrage du sujet, avec un petit exemple de Hello World que j'ai codé. Donc, normalement, il est en train de lancer le fichier. Bon, d'un autre côté, je vais vous montrer un petit peu le code que j'ai préinstallé et précompilé pour vous montrer un petit peu la démarche. Donc, j'ai créé un petit répertoire sur lequel j'ai tout mis, RMI.
Donc, j'ai les classes en Java qui sont d'abord l'interface. C'est un objet distant qui retourne bonjour, tout simplement. Donc, je vais l'ouvrir hi, hello. Le code, vous l'avez exactement tel quel dans votre... Là, il y a des petites améliorations, des petites modifications dans les dernières versions du Java. Notamment, vous n'avez plus besoin de jeter des exceptions. Il y a eu beaucoup de simplifications depuis un certain moment. Comme l'idée, c'est vraiment de supprimer du code toute la technicité. Donc, je clique 2 fois, hein, donc ça va s'ouvrir, il y a un petit peu lenteur. Moi, le bloc-notes ici qui va s'ouvrir. Donc, il m'a retenu quand même beaucoup de simplifications ont été aussi apportées. Alors, ici, on retrouve quand même l'interface hi, hello. I pour interface hello, extend remote. On irait toujours d'une interface préexistante qui existe dans l'API. Et on trouve la méthode say hello qui jette une exception, remote exception. Donc, l'interface implémente cette exception. Donc, première étape, c'est d'avoir cette interface. La deuxième étape, c'est quoi? Ça, c'est le TP qui vient de s'ouvrir. Vous avez le serveur, vous avez le client, vous avez votre code client qui va appeler un objet qui s'appelle sayHello, le serveur, l'objet qui est là, en passant par le stub, le skeleton, etc. L'année de RMI, juste, c'est comme s'il peut être sur une autre machine. Alors, mais là, vous allez lancer sur la machine du serveur. Donc, voici le code que j'ai écrit qui se trouve ici. Hein. L'interface. Donc, on va aussi avoir, une fois qu'on a écrit l'interface, on va avoir l'objet distant qui s'appelle Hello Distant. Voici l'objet distant, donc qui implémente l'interface. Donc, avec un constructeur et la méthode sayHello. Donc, on considère que par défaut, si on implémente une interface distante, alors les exceptions vont être automatiquement jetées. Donc, il n'y a plus ce besoin de faire un throws remote exception. Ça a été simplifié. Avec l'idée de toujours faire en sorte que le code soit, comment dire, vieille école, plus simple possible. D'accord. Alors, il y a quelques peut-être imports qu'on peut encore supprimer ici. Hein, donc, ensuite, une fois que j'ai écrit le client, ça c'est l'objet, son interface. Là, l'étape suivante, c'est le serveur. Le serveur qui va avoir dans un méthode main instancier l'objet distant, qui est hello distant, et puis l'inscrire auprès de l'annuaire. Alors, une autre manière, voilà, donc il va exporter l'objet en faisant un appel statique à UniQuest Remote Object, c'est comme s'il allait l'inscrire au niveau de l'annuaire. En fait, ces 3 étapes-là sont venues remplacer l'ancienne méthode qui était de faire donc un bind. Là, je transforme l'objet en objet distant en l'exportant. Ensuite, je déclenche le RMI, le registre en faisant get registry. Je vais inscrire l'objet au niveau du RMI registry. D'accord. Ensuite, la dernière étape, ça c'est ce qui se passe côté client. Je ne sais pas si vous me suivez encore. Côté serveur et en fin de compte côté client, la dernière étape, c'est que le client va récupérer le registre local et faire un lookup, pas local, hein, le registre distant sur l'autre, et faire un lookup de l'objet hello. Et il va appeler par rapport au stub la méthode sayHello. Donc je vous ai donné 2 manières de faire. Hein. Donc je cours entre une manière et le TP une autre manière de faire. Elles sont équivalentes.
Ça veut dire qu'au lieu, par exemple, de faire extend unicast remove object, je vais appeler une méthode de la classe et lui exporter. Ça veut dire lui demander de faire les modifications nécessaires pour que la classe fonctionne en distant. Maintenant, si vous voulez, on va faire une petite démonstration. C'est très simple. Donc, je vais me situer au niveau du répertoire RMI. La première étape, c'est de faire un JavaC de toutes les classes Java, étoile.java. Léon, moi, je vous rappelle qu'au total, c'est l'interface hello, l'objet distant qui implémente l'interface, le serveur qui instancie et qui inscrit, et le client. Et on va utiliser la commande RMIC pour générer les amorces. Donc ici, si je fais dire revenez, vous allez voir qu'il y a donc ici, on va faire donc on va faire JavaC et RMIC sur objet distant. Donc ça, c'est demander la génération des amorces. Ça, c'est le stub qui a été généré. Alors, on va lancer maintenant le RMI Registry. RMI, ça veut dire démarrer le service d'annuaire. Il va tourner, je ne vais pas l'arrêter. Donc, je ne peux pas fermer cette fenêtre. Je vais lancer une autre fenêtre. Donc, je vais lancer une autre fenêtre, ici avec la CMD. Donc, vous allez voir qu'au total, il va y avoir 3 fenêtres qui vont s'exécuter. Alors, c'est des RMI. On va, en deuxième lieu, qu'est-ce que je vais lancer après vous? Je ne sais pas si vous me suivez encore. Hein. Alors, je vais lancer. Bah, maintenant, c'est l'annuaire. نرجع للشيما هذا ديما نكون الغوبير نتاعنا هو الشيما. Donc, je vais lancer le serveur. خليته يخدم. شنو هي l'étape suivante? J'ai compilé l'objet et son interface. L'objet qui il n'a pas la capacité, on va éviter de faire en sorte qu'il se crée lui-même et qu'il s'expose lui-même. Donc on a créé un serveur qui va instancier l'objet et l'inscrire. Donc la deuxième étape, c'est de lancer ce serveur. L'objectif c'est d'instancier l'objet CHello et de l'inscrire. Je vous rappelle le code du serveur. Ou le serveur Hello. L'objectif, c'est d'inscrire au niveau du registre, il instancie l'objet, d'accord, voilà, il instancie l'objet, et il inscrit l'annuaire. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est de lancer le Java serveur, normalement, Hello, voilà, serveur Hello. Sinon, l'objet n'a pas été instancié, n'a pas été inscrit. Donc, je lance maintenant la dernière étape. C'est de lancer quoi en fin de compte? La dernière étape. Vous savez, c'est la dernière étape. Donc j'ai lancé le serveur. J'ai lancé le serveur de nom, pardon. J'ai lancé le serveur d'objet qui a instancié l'objet réparti et qui l'a exposé. La dernière étape, c'est quoi? Lancer le client.
Ouais, tout simplement, lancer le client. Ouais. Donc, Java, alors, client, bon, je pense mardi ou ouais, il a fait hello automatiquement. Java, client. Donc, ce client va appeler réponse hello world. Donc, ça, c'est une réponse qui est parvenue de l'objet distant. Je qu'on a des traces au niveau du serveur. Ça, c'est le serveur est ready. Bon, je peux lancer une trace dès qu'elle reçoit une réponse, mais juste la trace server ready. Donc ça, c'est une réponse qui a été envoyée par l'objet distant. Donc au total, j'ai un service qui est l'annuaire, j'ai lancé le serveur et j'ai lancé le client. En réalité, c'est comme si j'avais deux JVM différentes sur une même machine et que les amorces se sont chargés d'établir et d'envoyer les appels. Je peux très bien aussi envoyer après Java Client, je peux envoyer une chaîne de caractères, il peut me dire Hello World, etc. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, on peut faire la modification tout de suite. Là, on peut enchaîner sur une variante de RNI. Bah, supposons je veux que le serveur me réponde Hello World GL2. Donc ce que je lui passe ici. Alors c'est pour ça que comme vous TP une question. Supposons que le client a dit une classe personne. Donc on n'en a pas parlé ici. Supposons l'année, je veux lui envoyer un objet. Donc je crée une classe personne. Donc on a le bloc-notes. Et ça, c'est la question qui a été posée. Donc, classe personne. Et la personne possède un nom. Avec un constructeur. Principe public. Un constructeur qui prend en paramètre string nom. Et j'envoie l'instance. Donc, this.nom égale à nom. Alors, la question qui est en TP, qui est posée en TP, je vais là ici sauvegarder. Sauvegarder cette classe-là dans le répertoire que j'ai créé. Donc, je vais l'appeler personne.java. La question, c'est maintenant, je veux que le client envoie, au lieu ici que la méthode soit 0 argument, je vais créer ici, idéalement, je voudrais créer personne p égale à new personne et je lui passe un nom. Par exemple, test. Je voudrais d'appeler l'objet distant en lui passant p. D'abord, est-ce que ça c'est possible? Donc, j'envoie l'instance personne à l'objet distribué. Que faut-il faire pour que ça marche? Vous me suivez encore? Madame, تنجم تعود question. La question, c'est tout à l'heure la méthode de l'objet distribué. Je vous rappelle que la méthode distante, elle prend 0 argument. Maintenant, je voudrais que c'est une méthode qui récupère un objet de type personne et en fait, donc elle est personne P, d'accord? Et je voudrais que on affiche l'objet distant, affiche le nom de cette personne. Donc, je voudrais rajouter des modifications pour que, en appelant l'objet, je lui passe personne et qu'il m'affiche, il me retourne le nom de cette personne. Le serveur, madame, à la création Alors ça, de l'objet. Vous êtes tous d'accord que d'abord, il va falloir modifier l'interface distante parce qu'il attend en paramètre une personne. Donc ça, on sauvegarde, oui ou non? Puisqu'on a modifié le fonctionnement de la méthode distante.
C'est pas une méthode d'argument, c'est une méthode qui prend en paramètre une personne. Oui ou non? Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Maintenant, il faut modifier quoi? Quel objet je dois modifier? Je dois aussi modifier l'objet distance. Hello distant. Donc, la méthode c'est hello prend en paramètre une personne P et elle fait hello world plus quoi? Plus P.nom. C'est public. Oui ou non? Oui. Ça, c'est l'objet qui a changé. Ensuite, qu'est-ce que je dois modifier? Donc, on a modifié, je reprends. On a modifié l'interface, donc qui va fonctionner côté client, côté serveur. On a modifié l'objet. Est-ce que le serveur change? Celui, son rôle, c'est d'instancier reverse, say hello, l'objet hello, qui va l'inscrire auprès de l'annuaire. Est-ce qu'il change? اه Allez, مش باش pour moi, il change pas. Pour moi, il ne change pas. Qu'est-ce qui doit changer? Il instancie l'objet et il l'inscrit. شو يتبدل فيه? C'est la méthode qui a changé. اي اي نصايب هو اللي يديفيني الميثود اي Non, non, non. Ça, c'est lui, son rôle, c'est simplement d'instancier l'objet et de l'inscrire. بدلنا l'objet hello صحيح. Hello distant بدل خاطر الميثود بدلت. Maintenant, شو لازم يتبدل زاد؟ دونك هذا ما يتبدلش. هذه تبدلت شو لازم قاعد باش يتبدل؟ Normalement, le quoi? Le client بدلناه ولا؟ personne P, new personne, نعدل l'objet P. Oui ou non? Donc l'année, on a la capacité d'envoyer une instance de P à travers le réseau. Vous me suivez? Donc l'année, tout à l'heure, c'est une méthode zéro argument. Donc l'année, on appelait zéro argument. Là, on va lui passer un argument. L'argument, c'est quoi? Je vois l'argument. Personne. Personne. Alors vous allez voir que normalement, ça va échouer. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça va échouer. Donc je vais arrêter tout et recompiler. Donc l'année, arrêter le serveur. Alors on va recompiler puisqu'on a fait des modifications. Alors stop c'est hello. Alors on va voir peut-être qu'il y a... On va compiler au fur et à mesure. Java c'est hello.java. Java c'est ensuite hello distant, l'objet distant. Java. Ensuite, on va compiler le serveur. Java c'est serveur hello.java. Ensuite, on va peut-être RMIC le distant. On va revenir sur cette remarque qui est importante quand même. Je vais vous dire pourquoi il y a ce warning. Donc, on a compilé ce qui se trouve côté serveur. On va compiler maintenant quoi? Java c'est le client. Alors, c'est l'argument, il est là. Peut-être que j'ai oublié que le client حاجة. C'est hello de P. Est-ce que je l'ai sauvegardé? Je ne sais pas. Donc, on va recompiler le client. Voilà, le client recompile. Alors, la classe personne, maintenant, elle doit se trouver où déjà? L'année dit qu'il faut le répertoire. Mais en théorie, si on avait deux répertoires différents, la classe personne doit se trouver côté client et côté serveur. La classe client, elle doit se trouver là et là. Donc, l'année, si je résume ici, l'année en plus j'ai la classe personne ou l'année j'ai la classe personne.
Mais on va voir aussi que ça ne va pas marcher. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'étape là, c'est de lancer le quoi? Le RMI Registry. 2 secondes. Alors, une fois que le registre a démarré, l'étape saigne, c'est de démarrer le serveur. Donc, on va démarrer le serveur, Java Server. Je rappelle son rôle. Server ready, c'est bon. Et la dernière étape, c'est en fin de compte de lancer le client, donc Java client. Donc, sauf erreur de ma part, il y aura une exception. Voilà. Alors, c'est quoi cette exception? Cette exception, c'est une exception de marshalling. Marshalling, sérialisation. Qu'est-ce qui n'arrive pas à sérialiser? La personne paye. La classe personne P, tout à fait. Personne n'est pas sérialisable. Not serializable exception. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut envoyer à travers le réseau? On peut envoyer que les classes sérialisables. Donc, pour rectifier ce problème, il y a des classes اللي موجودين في Java كيما la classe string. La classe string est serializable. Donc, comment corriger ce problème? Tout simplement, et on va revenir sur ça la semaine prochaine, sur la notion rentrer dans les détails de la sérialisation, mais il y a tout simplement une petite modification à apporter au niveau de la classe personne. Donc, je vais ouvrir la classe personne ici et la rendre sérialisable. Comment je la rends sérialisable? Très simplement en rajoutant implement serializable. Serializable. Et comme l'interface appartient au Java Lang, ça veut dire le package par défaut, je ne suis pas obligée de faire un import. Donc, il suffit de faire ça pour que l'erreur soit rectifiée, pour que la classe puisse être binarisée. Maintenant, la question est, comme la classe, elle est constituée d'un nom. On va aussi sérialiser le nom. Je ne suis pas obligée d'aller changer la classe string. J'ai déjà répondu parce que string est déjà serializable pour l'API Java. Kif كنحطوا int âge هنا tous les types primitifs int, long, float sont tous serializable par défaut. Mais là, je suis obligée parce que c'est une classe que j'ai créée moi-même. Quelle classe pour l'API Java موجودة déjà? Vous devez vérifier qu'elle soit serializable en allant ouvrir la documentation et voir est-ce qu'elle implémente cette interface ou pas. Si c'est une classe que vous créez, vous devez vérifier vous devez rajouter serializable et vous devez vérifier que tous les attributs qui constituent cette classe sont aussi serializable. Par exemple, quand j'ai une classe adresse, adresse ADR, malgré que la classe ici soit serializable, il y aura aussi une erreur de serialisation. Alors, j'ai créé une classe adresse et qui n'implémente pas serializable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, toutes les dépendances de la classe, tous les arguments doivent être serializable. Ceux que vous créez doivent implémenter serializable. Ceux qui existent déjà, à vérifier. Donc là, je vais bien. Donc, je vais mettre ici en commentaire. Il n'y aura pas un problème. Donc, je vais recompiler la classe. Ici, je dois recompiler la classe personne. Elle est automatiquement recompilée côté serveur et côté client. Alors, serializable. Alors, normalement, alors oui, je pense qu'elle est plutôt mouche pour Java Lang, elle est pour Java utile. Import de Java utile. Mais si je t'en mets étoile. Ah, ben, peut-être que Java utile. Alors, comment ça s'écrit? Serializable. Alors, ce que j'ai écrit. Donc, on peut lancer un petit outil. Je pense pas que ce soit avec un S. Je pense que c'est peut-être une faute d'orthographe, tout simplement.
va voir, on va chercher un peu d'aide. نورمالمون هذيك هي مدام. Normalement, هذيك هي. اما بالزيد مش بالليس معناها كيما كنت اي نحلها. بالذات. انتم شو لقيتوا في جافا دوك؟ كل باكيج؟ جافا يوتيل ولا جافا لونج؟ Java.io. Ah, Java IO, tout à fait. C'est logique. Java IO, input-output, parce que c'est lié à des transformations d'entrée-sortie. Donc, c'était ça l'erreur. Elle appartient au paquet Java IO, effectivement. Donc, ici, je compile. Voilà, ça marche. Donc, je vais lancer le client. Java client. Et il n'y aura pas d'erreur. Ah non. Donc, il y a une erreur qui est... normalement... رجعها زيد مدام ليه؟ هي elle a compilé راهي donc يعني رجعتها زيد. رجعتها زيد. Alors on va générer, voilà, je me suis rappelé, on va peut-être régénérer le stub et le skeleton, d'accord? On va régénérer le stub, on va faire RMC. Peut-être qu'il faut mettre public. Hein. Bon, sinon, si je ne résous pas le problème tout de suite, ça va être peut-être une petite erreur de... on va réessayer avec ça. D'ici la semaine prochaine, je vais régler le problème. Donc, on va recompiler. On va tout arrêter. Hein. On va arrêter le serveur et le client. C'est peut-être qu'on n'a pas tout arrêté, d'accord? Donc, il a inscrit, en fait, il a déjà inscrit avec l'ancienne version au serveur. Donc, on reprend, on lance le registre. Compiler tout. Et voilà. Pour être sûr que quand il va redémarrer le serveur, il va démarrer sur la bonne base. Donc, on va lancer RMIC Hello Distant. On va lancer le RMI Registry. Il va continuer à fonctionner. On va arrêter le serveur ici. On va le relancer. Et en fin de compte, on va faire un test en lançant le client. Voilà, en fait, il fallait tout remonter sur de bonnes bases. Hein. Alors ici, il nous a affiché le test qui est le nom de la personne passé en paramètre. Donc pour clôturer un petit peu ce premier chapitre, donc vous avez vu qu'au niveau codage, c'est très facile, qu'il n'y a pas de complexité particulière. Tout est pris en charge, tout est poussé vers des... En fait, éloigné quelque part des classes de haut niveau, qu'on peut appeler une méthode distante en lui passant une instance d'une classe, à condition que cette instance soit serializable et que tous ces arguments aussi soient serializable. Donc après, la semaine prochaine, on va revenir sur cette notion de sérialisation et on va entamer aussi la notion de thread. Vous avez un petit exercice à faire au niveau du TP et les comptes rendus sont à envoyer avec coordonnées avec votre enseignant de TP. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une question particulière sur ce chapitre? Voilà, sur l'aspect organisationnel, voilà, sur le rythme, voilà. Toute remarque est la bienvenue. Donc, sinon, on peut s'arrêter là. Madame, Oui, Fatal. تنجمش تعاود تحط لنا تي بي خاطر ما نجمتش نحلو. Et c'est le problème pour tout le monde, l'année? Oui, حتى أنا. Ben, je vais l'uploader, je vais vous le transférer pour la conversation Ottawa. D'accord? Je vais l'envoyer actuellement, je vais l'envoyer par conversation dans l'équipe. Tout de suite. On va le faire tout de suite. Hein. Sinon, est-ce qu'il y a une autre question? Ou alors on va s'arrêter là? Madame. Oui. Juste على
نحنا المرة اللي فاتت وقتها بدينا الشابيتر الأول وما كملناش. Oui. Alors, allez, j'ai fait ce choix parce que on a presque quasiment fait le 90% du premier chapitre, d'accord? J'ai fait ce choix pour vous permettre de démarrer en TP. D'accord? Ça ne nous empêche pas de reprendre les éléments qui restent dans ce chapitre, d'accord? La semaine prochaine. D'accord, madame Azra. Pour que les choses puissent avancer en parallèle. Donc voici un petit peu la réponse. Je vais vous mettre quelques exemples de DS aussi sur les fichiers. Donc je vous souhaite une bonne journée et on va s'arrêter là. D'accord? D'accord, Au merci. revoir. Merci, Slama. بسلامة.